Merci beaucoup. Bon, bah, écoutez, je suis très content d'être avec vous. Je préfère quand même être avec vous sur place plutôt que comme ça à distance. Mais c'est devenu la tradition. Aujourd'hui, on n'a plus le choix. Il faut communiquer de cette façon-là et finalement, c'est très bien. Je remercie beaucoup le docteur Lacal pour sa présentation qui était très claire et qui était très actualisée. Ça, c'est important aussi parce que c'est vrai que c'est un sujet qui évolue beaucoup. Et je crois qu'aujourd'hui, on commence à y voir bien clair et ça a été très clairement présenté. Alors, on m'a demandé, et je vous remercie bien sûr, de vous parler à partir de cas cliniques, ce qui est une façon comme une autre d'aborder les sujets. Euh, on va parler de cas cliniques qui sont des cas cliniques un petit peu difficiles, des situations un petit peu particulières, au cours desquelles des patients qui ont reçu des anticoagulants oraux directs se sont trouvés dans des situations qui nous ont amenés à réfléchir un petit peu. Alors le premier cas, il est très récent, il date d'il y a 2 semaines. C'est un patient qui était connu du service dans lequel je travaille, du service de cardiologie. Il a 65 ans, il a une insuffisance respiratoire chronique par BPCO, il est oxygénodépendant. Il a une myocardiopathie primitive, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est connu de notre service, et une fibrillation atriale paroxystique. Et ce patient avait été hospitalisé peu de temps auparavant dans le service pour une poussée d'insuffisance respiratoire qui, dans le contexte du Covid, avait fait craindre une infection à Covid. Et finalement, il n'y avait pas d'infection à Covid. Il a pu quitter le service vers une maison de convalescence. Voilà le traitement qu'il avait quand il est sorti du service. Donc, il reçoit de la Pixaban en raison de sa fibrillation atriale paroxystique. Il reçoit du candésartan. Il avait mal toléré les inhibiteurs d'enzymes de conversion et donc ce sont des ARA2 qu'il reçoit. Il reçoit par ailleurs de l'escitalopram, du pantoprazole, du zopiclone aussi. Il est sous oxygène, on l'a déjà dit, et il est également sous bronchodilatateur. Donc c'est un patient qui a un traitement, on va dire, tout à fait conventionnel. Vous voyez qu'il n'y a pas de diurétique, il n'est pas décompensé actuellement, et il n'y a pas non plus de bêta-bloquant chez ce patient qui a une BPCO. Il va donc quitter le service, et puis un matin, je reçois un coup de téléphone de la maison de convalescence me disant, écoutez, non, ce patient va pas bien du tout. Il était très bien depuis les 3 semaines qu'il a passé chez nous, il allait à peu près bien, mais ce matin, enfin, ou depuis 48 heures plutôt, il commence à se dégrader sur le plan hémodynamique et voilà donc ce qui a été trouvé. Alors avant de parler de ça, je vais vous préciser quand même quelle était son échocardiographie lorsqu'il est sorti du service, donc avant cet appel, je vous prie de m'excuser. Donc ça c'est quand il est sorti du service. Quand il est sorti du service, vous voyez qu'il a une fraction d'injection qui est à 44% ou 40%, donc qui n'est quand même pas catastrophique, mais qui est altérée, ce qui cadre bien avec sa cardiomyopathie primitive. Il n'a pas des cavités droites très dilatées, il n'a pas une fonction systolique ventriculaire droite très altérée, donc on peut penser quand même que son insuffisance respiratoire n'a pas retenti énormément sur son cœur droit. Et voilà comment il va quitter le service. Il avait une biologie à la sortie qui était la suivante. Donc je ne sais pas si on peut s'arrêter une seconde pour peut-être pas s'arrêter, mais en tous les cas, discuter la posologie de la Pixaban. Est-ce que la Pixaban à 5 mg x 2 était la bonne posologie chez lui? Eh bien, la réponse, c'est oui. Hein. Vous voyez qu'il n'a, ce patient, aucun des critères de réduction de dose, puisque c'est un patient qui a une créatininémie qui est parfaitement correcte. Vous connaissez les critères de réduction de dose pour la Pixaban. Il faudrait avoir une créatininémie supérieure à 130 micromoles par litre, ou bien plus de 80 ans, ou bien un poids inférieur à 60 kg. Et il n'a pas deux de ces trois facteurs puisqu'il a 65 ans. Donc, quel que soit son poids, il devait effectivement recevoir cette posologie. Vous voyez quand même que c'est un insuffisant respiratoire chronique avec une hypercapnie sur la gazométrie pratiquée au repos. Et puis, donc, un mois plus tard, hein, il sort du service le 27 mars avec ce bilan, cette échographie, etc. Et un mois plus tard, coup de fil de la maison de convalescence qui me dit, oulala, mais ce matin est en tableau de tamponnade. C'est-à-dire que ce patient avait un épanchement péricardique circonférentiel de qui atteint 29 mm, donc qui est quand même un épanchement important, hein, 3 cm, avec une mauvaise tolérance hémodynamique. Il est hypotendu, il est tachycarde, on va revenir sur cette tachycardie. Et quand il arrive dans le service, il est toujours hypotendu. Il est rempli, bien sûr,
Le remplissage ne change pas grand-chose à l'affaire. Il est toujours en état de pré-choc, on va dire, avec une variation de sa courbe de tension au moment de la respiration. Donc, il a quand même des signes qui sont des signes de tamponnade. Sur le plan biologique, il a une insuffisance rénale aiguë. On va revenir là-dessus. Et il est décidé à ce moment-là de faire un drainage péricardique. Alors, la question qui s'est posée, c'est est-ce qu'on fait un drainage au lit, comme on le fait d'habitude, c'est-à-dire un drainage par voie percutanée, sans faire appel au chirurgien. Et je dois dire que dans ce contexte de traitement par Eliquis qu'il avait pris le matin, par apixaban qu'il avait pris le matin, on n'a pas souhaité faire un geste transcutané parce qu'on s'est dit que peut-être on pourrait avoir une complication et que dans ce cas-là, on serait bien embêté. Donc on a opté pour un geste chirurgical et pour un drainage chirurgical. Donc on est quand même dans une situation un peu particulière, on a l'épanchement, on ne sait pas très bien pourquoi d'ailleurs il y a cet épanchement, hein, on y reviendra tout à l'heure. Et on a un patient qui a pris son apixaban ce matin à 8 heures. Il est 12 heures quand on prend cette décision-là. Donc, de quelles précautions doit-on s'entourer? Est-ce qu'on doit antagoniser le patient? Est-ce qu'on doit faire des choses particulières? Et je dois dire qu'on a eu une discussion à ce sujet dans le service et vous allez voir quelle décision on a prise. Voilà son électrocardiogramme. Alors, au début, il nous était adressé avec une suspicion de tachycardie atriale, mais non, il est en tachycardie sinusale. Et cet électrocardiogramme confirme tout simplement le fait qu'il tolère mal sa tamponnade, en fait, son épanchement péricardique. Voilà sa biologie. Alors, la biologie, bon, vous voyez qu'il a 9300 blancs. Bon, chez lui, l'hyperleucocytose est relativement chronique. Il a un certain degré d'anémie, mais enfin rien de catastrophique. Je ne m'attarderai absolument pas sur cette partie-là de la biologie qui n'a, à mon sens, aucun intérêt chez ce patient qui est traité par apixaban, si ce n'est que il a une perturbation, hein, bien sûr, de la coagulation qui prouve que peut-être il prend bien son apixaban. Vous savez que l'apixaban est un AOD pour lequel le bilan de coagulation est imprévisible. Avec les AOD, il ne faut pas faire de bilan de coagulation standard, mais vous savez qu'avec l'anti-10, qui est le rivaroxaban, l'INR normal veut dire que le patient n'a pas pris son rivaroxaban. Avec l'anti-2, qui est le dabigatran, un TCA normal veut dire que le patient n'a pas pris son dabigatran, mais avec l'apixaban, on ne peut pas tirer tellement de conclusions et donc on ne fait pas tellement attention à ce bilan. Il est quand même demandé systématiquement. C'est un gâchis au passage, hein, c'est un gâchis de moyens et je trouve un petit peu dommage qu'on fasse ces bilans de façon systématique. Par contre, ce qu'on avait dosé, et moi je ne le vois pas bien parce que j'ai une partie des... Voilà. Ce qu'on avait dosé, c'était son activité par antidissa, par l'apixaban. Et son activité antidissa par l'apixaban est à 396 nanogrammes. Alors 396, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Est-ce que c'est élevé? Est-ce que c'est bas? Est-ce que c'est dans la fourchette? Eh bien, c'est parfaitement dans la fourchette. Ça veut dire que ce patient a pris son médicament le matin. Ça veut dire qu'on est 4 heures après la prise du médicament. On n'est pas au pic, mais on est quand même avec une concentration sérique importante. Et ça veut dire que quel que soit le geste qu'on va faire, on va le faire chez un patient qui est sous apixaban à bonne dose. Donc, je ne sais pas, vous pouvez peut-être réfléchir un petit peu de votre côté. Est-ce que vous auriez autorisé un drainage péricardique chez ce patient, qui, je le rappelle, est en train de tamponner, malgré la prise d'apixaban le matin et ce taux sérique important de médicaments? Ou bien est-ce que vous auriez proposé une autre attitude? Est-ce que vous auriez essayé d'antagoniser l'apixaban? Voilà la discussion que l'on peut avoir. Eh bien, la décision que nous avons prise a été d'adresser ce patient au bloc de chirurgie cardiaque. On voit le reste de son bilan. On est attiré par cette créate à 255 qui nous montre qu'il est en insuffisance rénale aiguë, hein, puisqu'il avait 55 quelques jours auparavant. Il est à 255 et les néphrologues se plaisent à dire qu'il ne faut absolument pas calculer de clairance ni quoi que ce soit à ce stade-là.
on est en poussée d'insuffisance rénale aiguë, donc on est dans une situation où le débit de filtration n'a aucun sens. Il peut très bien avoir demain 500 de créate ou avoir demain 125 de créate. Il ne faut pas faire d'estimation sur son degré de filtration glomérulaire. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'il est en insuffisance rénale aiguë et qu'en l'état actuel des choses, si on continue à le traiter par apixaban, il y aura une accumulation très très importante du médicament. Par chance, le taux sérique n'est pas extrêmement élevé, ce qui veut dire qu'il ne doit pas être en insuffisance rénale depuis longtemps, puisqu'il a continué à prendre le médicament à la bonne dose, enfin à la bonne dose, à la dose prescrite, et qu'il n'a pas des taux extrêmement élevés. Et voilà d'ailleurs pourquoi on a dosé l'apixaban à l'entrée. C'était pas tellement pour s'assurer qu'il l'ait pris, on savait qu'il l'avait pris, mais c'était pour savoir si ce degré d'insuffisance rénale n'avait pas déjà été responsable d'un surdosage en médicaments qui pourrait bien sûr être totalement préjudiciable. Donc la décision qu'on a prise, c'est de l'envoyer au bloc. Il était vraiment pas bien du tout ce patient, un petit peu en état de pré-choc, et on a dit il va au bloc et on va voir comment se passe le geste, et en fonction de la façon dont se passera le geste, on verra ce qu'on fait. Il est allé au bloc, il a été drainé par le chirurgien avec un drainage de 600 millilitres, c'est pas énorme 600 millilitres, en fait c'est déjà pas mal, ça correspond bien aux 2 ou 3 cm de décollement péricardique qu'il avait, de liquide sérosanglant, c'est pas du sang, c'est un liquide sérosanglant. Et à vrai dire, quand on regarde sa CRP qui est très élevée, peut-être qu'il a fait tout simplement une péricardite bénigne, mais sur laquelle probablement, qui a été probablement majorée par un saignement, lequel saignement est peut-être dû au surdosage en AOD, puisque malgré l'insuffisance rénale, il a continué à prendre ses AOD. On n'en saura jamais rien. Ce qu'on sait, c'est qu'il va être évacué, ce liquide, et que très très rapidement, le patient va s'améliorer. Il a un drain péricardique de 28 French qui est mis en place. Il va avoir un drainage qui va être arrêté au bout de 48 heures parce que très rapidement, il va aller bien. Alors, vous voyez, il a quand même reçu du PPSB. On n'a pas la dose, mais il a reçu du PPSB devant ce qui a été considéré comme un surdosage en Eliquis. Je ne suis pas convaincu qu'il y ait vraiment surdosage, mais il y avait en tous les cas un risque de surdosage compte tenu de la dysfonction rénale importante. Et dans ces cas-là, vous savez qu'aujourd'hui, l'antidote de l'apixaban est disponible, mais est extrêmement cher, n'a pas d'ailleurs aujourd'hui de prix en France, et par conséquent, on n'a pas à disposition dans les hôpitaux. On a par conséquent comme solution d'utiliser éventuellement du PPSB. Je vous rappelle que le PPSB est utilisé à double dose, c'est-à-dire 50 mg par kilo, contrairement aux 25 mg par kilo qu'on utilise habituellement dans le surdosage en AVK. Là, c'est double dose quand vous avez un patient qui prend un anti-10. Voilà les solutions qui nous étaient proposées par la Société européenne de cardiologie. Je vous donnerai tout à l'heure en référence cette référence bibliographique parce qu'elle est importante. C'est le guide que vous connaissez, mais qui est vraiment très bien fait. Si vous devez faire une procédure immédiate, extrêmement rapide, chez un patient qui vient de prendre des AOD avec un risque important de saignement pendant la procédure, et si le produit d'antagonisation est disponible et approuvé, ce qui n'était pas le cas pour nous, pour l'andexanet alpha, eh bien, vous pouvez pratiquer l'opération et bien sûr, vous allez réverser votre anticoagulant, pratiquer votre opération et puis ensuite voir ce qui se passe. Lorsque la procédure est urgente, et c'est ce qui s'est passé, là, nous on a considéré qu'on était dans ce cas-là, on peut éventuellement reporter un petit peu la procédure. Là, ce n'était pas possible, mais on était déjà à 4-5 heures de la prise du médicament. On peut éventuellement faire une antagonisation. On a fait une antagonisation très partielle par PPSB et on opère le malade. Et voilà ce qu'on a fait. Et si vous pouvez opérer, bien sûr, après que le patient soit revenu à un taux très bas d'anticoagulant par anti-10, eh bien, vous le faites, mais ce n'était pas le cas de ce patient. Je vous rappelle que la chirurgie qu'on a faite n'était pas une chirurgie à risque mineur, ce n'était pas une chirurgie à faible risque, c'était une chirurgie à haut risque, puisque c'était une chirurgie qui nécessitait
un abord péricardique. Alors, bon, le chirurgien a pu quand même la réaliser malgré l'AOD, mais c'est quand même une chirurgie à haut risque. Donc, c'est une chirurgie qui doit se faire dans un contexte où on doit être absolument préparé à pouvoir traiter toute hémorragie importante et antagoniser et bien sûr transfuser le patient si besoin. C'est ce qu'on avait fait. Alors, j'en profite pour vous rappeler un petit peu les règles d'utilisation des AOD lorsque vous avez une chirurgie qui est programmée. Ce n'était pas le cas, bien sûr, de ce patient. Si le risque hémorragique est faible, qu'est-ce que c'est qu'une chirurgie avec un risque hémorragique faible? C'est de l'extraction dentaire, c'est la cataracte, c'est une endoscopie où il n'y aurait pas de biopsie, c'est une chirurgie légère, on va dire. Eh bien, dans ces cas-là, vous allez prendre votre AOD jusqu'à la veille au soir. Et la veille au soir, on ne le prend pas. C'est-à-dire que si vous avez un AOD qui est à une prise par 24 heures et qu'il est pris le matin, eh bien, il est pris la veille de l'intervention. S'il est à une prise par 24 heures et qu'il est habituellement pris le soir, on saute la prise de la veille. Et s'il est en deux prises par 24 heures, c'est-à-dire pour la PI et le DABI, on saute la prise du soir. OK? Et on le reprend. Après, on ne fait surtout pas de relais, hein, pas de dosage non plus, et on reprend au moins 6 heures après le geste, mais ça va dépendre bien sûr du geste qui a été pratiqué, etc. Si vous avez une chirurgie à risque hémorragique élevé, et c'était le cas ici, alors c'est finalement le cas de toutes les chirurgies autres que celles qu'on a citées précédemment, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous devez, dans le cas du Rivaro et de l'API, ne plus prendre de médicaments à partir de J-3 par rapport à l'intervention. C'est-à-dire que la dernière prise, c'est J-3. L'avant-veille de l'intervention, pas de prise. La veille de l'intervention, pas de prise. Le jour de l'intervention, pas de prise. Et vous élargissez d'un ou deux jours selon le Cocroft si vous prenez du DABI. Donc vous voyez qu'on peut aller jusqu'à 5 jours d'arrêt, hein, enfin 4 jours d'arrêt ou 3 jours d'arrêt quand on prend du DABI selon le Cocroft. Hein, et ça, c'est très, très important. Pas de relais non plus. Et éventuellement, on va donner une anticoagulation à dose prophylactique après le geste et ensuite on reprendra progressivement l'anticoagulation à dose curative. Très important là, on s'est énormément simplifié la vie avec les AOD. Donc il faut continuer à marteler ces messages, il faut que les anesthésistes les aient bien en tête, il faut que nos collègues chirurgiens les aient bien en tête. Quand il y a un risque hémorragique faible, on n'arrête pas, on saute juste la prise de la veille au soir. Quand il y a un risque hémorragique élevé, on n'arrête pas pendant une semaine ou pendant 10 jours, comme quelquefois je l'entends. On arrête pendant 2 jours pour l'API et le Rivaro, et pendant 3 ou 4 jours pour le DABI en fonction du Cocroft. On ne fait aucun relais et on ne fait bien sûr aucun dosage. Là, on était dans une situation de chirurgie urgente. On voulait savoir si le malade était surdosé ou non. C'est pour ça qu'on a fait ce dosage. Voilà ici donc les recommandations du GIHP, donc celle que je vous ai citée précédemment, présentée sous la forme d'un graphique pour une chirurgie à faible risque. Pour une chirurgie à faible risque, eh bien, si vous êtes sur un AOD en 2 prises par jour, vous sautez la prise de la veille au soir. Si vous êtes un AOD à 1 prise par jour le matin, vous ne changez rien. AOD 1 prise par jour le soir, vous sautez la prise de la veille au soir. Voilà, et puis bien sûr, si le malade avait saigné, ben, il fallait être prêt à intervenir. Hein. Alors, vous voyez ici qu'on aurait pu utiliser chez lui du PPSB à 50 unités par kilo, hein, double, donc de la dose habituelle. Euh, et puis, vous savez que si c'était du dabigatran, on aurait pu utiliser l'idarucizumab, qui est un antidote qui est tout à fait utilisable. Je rappelle ici les règles d'utilisation de l'idarucizumab. Vous avez ici donc l'idarucizumab. Vous faites des doses de 2,5 grammes en intraveineux, assez rapprochées l'une de l'autre. Hein. Donc moins de 15 minutes entre les deux doses, ça fait 5 grammes. Et normalement, vous avez l'activité anti-2 qui est quasiment supprimée. Si on utilise l'andexanet alpha, qui n'est pas disponible aujourd'hui en France, hein, ou tout au moins il est sur le marché français, mais il n'a pas obtenu encore le remboursement, et il faut faire une perfusion sur 2 heures. Et quelquefois, on est amené à la refaire, cette perfusion. Hein, et vous voyez que la réversion du rivaroxaban est un petit peu différente de la réversion de l'édoxaban ou de l'enoxaparine. En général, c'est pour le rivaroxaban ou l'apixaban qu'on va l'utiliser chez nous.
Voilà, et je vous recommande d'aller vers le guide de la SFAR qui vous donnera les recommandations du GIHP que je vous ai montré tout à l'heure, ou bien d'aller vers le guide européen d'utilisation des anticoagulants oraux directs, dont la dernière mise à jour a été particulièrement bien faite. Le premier auteur, c'est Jan Steffel, le dernier auteur, c'est Heidböckel, et vous le trouvez bien sûr en ligne, gratuit, sur l'European Heart Journal de 2018. Voilà, j'en ai terminé avec ce premier cas clinique. Est-ce que nous avons le temps pour un second cas ou bien préférez-vous que l'on entame la discussion? Je suis à votre disposition. Je pense, professeur Deharro, qu'on pourra enchaîner sur un deuxième cas clinique pour finalement ensuite entamer la session des questions-réponses. Ok. Merci beaucoup, Amel. Donc, le deuxième cas, c'est un cas qui est un peu plus ancien, mais qui n'est pas beaucoup plus ancien dans le service. C'est un patient qui avait 84 ans et qui a des antécédents. Alors, il en a, comme le disait tout à l'heure le professeur Lacalle, il fait partie des 30 à 40% qui ont à la fois. Alors là, il n'a pas de fibrillation atriale pour l'instant. On va voir tout à l'heure si ça ne lui arrive pas. Mais il a une coronaropathie. Hein, vous voyez qu'il a reçu des stents. Et par contre, il a surtout de très lourds antécédents neuro avec un AVC ischémique bilatéral en 2018, une récidive d'AVC en septembre de la même année, dans un autre territoire, et un nouvel AVC ischémique à la fin de l'année 2018, et c'est la raison pour laquelle on va le voir. Voilà son traitement. Il a une protection gastrique, il a de la pravastatine, du bisoprolol, du permixon, et un IEC. Au passage, il a arrêté tout antiagrégant plaquettaire malgré ses stents, ce qui n'est pas une mauvaise chose, hein, on est bien d'accord. On est très très loin de la revascularisation et le professeur Lacalle nous a dit que bien au-delà de la revascularisation, on peut éventuellement se permettre d'arrêter les antiagrégants. Et il n'a pas de traitement antiagrégant malgré tous ces accidents vasculaires cérébraux qu'il a fait. Ça, c'est quelque chose qui pourrait quand même se discuter. Voilà sa taille, son poids, son IMC, une créate à 115, ça vous fait un Cockcroft à 45. Hein, et puis le reste du bilan est sans particularité. BNP élevé, mais il a 84 ans. Voilà son scanner cérébral. Son scanner cérébral, malheureusement, c'est un petit peu un champ de bataille. Vous avez une séquelle d'AVC ischémique ici, vous avez une séquelle ici, vous avez une séquelle là. Bref, vous avez des séquelles dans beaucoup de territoires, sylvien superficiel droit, occipital bilatéral, temporal interne gauche. Bref, il est CAFI d'accident vasculaire cérébral, ischémique. Donc la question et la raison pour laquelle il nous était transféré dans le service, c'est est-ce qu'on peut l'anticoaguler? Il faut l'anticoaguler. On voulait absolument qu'on débute un traitement anticoagulant. Alors son chasse vasque est à 6, mais pourquoi calculer chasse vasque? On n'a pas aujourd'hui de fibrillation atriale chez lui. L'oreillette gauche, elle fait 55 millilitres par mètre carré. Je sais que beaucoup de gens considèrent qu'une oreillette gauche dilatée comme celle-ci est un élément en faveur d'accident ischémique, mais très honnêtement, ça ne fait pas partie des recommandations. Donc, est-ce qu'on a assez d'arguments pour le traiter? Est-ce qu'on doit le traiter par les AVK de principe, puisqu'il a ce qu'on appelle un ESUS, c'est-à-dire des emboles cérébraux inexpliqués? Est-ce que les AOD ont un bon rapport bénéfice-risque après un ESUS? Ou bien est-ce qu'il faudra essayer de documenter l'AFA pour débuter l'anticoagulation? Alors, on pourrait être tenté d'anticoaguler ce malade. On pourrait être tenté, on pourrait se dire, il a un cerveau qui ressemble à du gruyère, si ça continue, si on n'anticoagule pas, ça va être encore plus catastrophique. Eh bien, la réponse, c'est qu'il ne faut pas l'anticoaguler pour l'instant. La réponse, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui d'études qui vous permettent d'anticoaguler un malade tant que vous n'avez pas documenté la fibrillation atriale à l'origine de ces accidents vasculaires ischémiques. Il doit recevoir des antiagrégants plaquettaires, oui, mais pas des anticoagulants. Les études qui se sont intéressées à la question sont au nombre de 3. Respect, ESUS, Navigate, ESUS. Alors ESUS, c'est l'équivalent d'un AVC cryptogénique hein, chez nous. C'est la terminologie anglo-saxonne qui recouvre à peu près l'AVC cryptogénique. Et vous avez une étude qui s'appelle Atticus qui n'est pas encore sortie. Dans Respect ESUS et dans Navigate ESUS, vous avez des patients comme le nôtre
qui vont recevoir soit un anticoagulant oral direct, le dabigatran, à la dose anticoagulante de l'AFA ou de l'aspirine, alors qu'on n'a jamais documenté de fibrillation atriale. Ou bien ici, du rivaroxaban 15 versus de l'aspirine pour le même type de patients, qui sont des patients qui ont fait des AVC ischémiques sans cause, ce qu'on appelle des AVC cryptogéniques. Et pour Atticus, c'est pareil, mais avec des facteurs de risque surajoutés de fibrillation atriale infraclinique. Et le facteur de risque le plus important, c'est l'âge ici. Et donc, peut-être qu'Atticus aura une réponse différente à la question, mais ces deux essais se sont arrêtés parce qu'ils étaient négatifs. Dans Respectesus, il y avait même plus de saignement dans le groupe AOD, ce qui a conduit à arrêter l'essai prématurément. Et ici, il a été arrêté tout simplement pour futility, c'est-à-dire parce que l'hypothèse qui était testée était l'hypothèse qui était donc la supériorité du rivaroxaban, donnée, je le répète, sans avoir documenté de fibrillation atriale après un AVC cryptogénique. Eh bien, cette supériorité était très futile par rapport à l'aspirine. Et donc, c'est un essai qui est un essai négatif comme celui-là. Celui-là, on attend le résultat. Peut-être qu'il sera différent parce que ce sont des malades qui ont une forte chance de faire de l'AFA, mais pour l'instant, on n'a pas de réponse. Donc, ce que vous devez faire chez ce malade, ce n'est pas l'anticoaguler, c'est chercher l'AFA, traquer l'AFA par tous les moyens. Vous devez avoir un monitoring en unité neurovasculaire pendant les 48 heures qu'il a passé en unité neurovasculaire pour savoir s'il fait de l'AFA. Il n'en a pas fait, puisque c'est l'unité neurovasculaire qui nous le transmet. Vous devez ensuite lui mettre un holter de préférence de 72 heures. C'est une classe 1. Donc vous devez le faire à tous les malades qui ont un AVC ischémique inexpliqué et chez lesquels vous suspectez de la fibrillation atriale. Et si c'est négatif, on pourra éventuellement implanter un moniteur ECG implantable pour prolonger la durée du suivi et pour savoir si ce malade fait de l'AFA. La morale de cette plaque, c'est que vous ne devez pas anticoaguler un malade systématiquement parce qu'il fait de l'AFA après tant que vous n'avez pas vu l'AFA parce que vous suspectez de l'AFA après un AVC cryptogénique ou plusieurs AVC cryptogéniques comme ici, vous devez chercher l'AFA, vous devez vous donner les moyens de la trouver, cette fibrillation atriale. OK ? Eh bien, nous, on s'est donné les moyens de la trouver. Alors d'abord, pourquoi vous faites ça ? Parce que, évidemment, si vous vous trouvez dans la situation où vous avez de l'AFA, là, vous serez en droit de donner des AOD. Ils sont d'ailleurs supérieurs aux AVK. Vous savez que les neurologues préfèrent les AOD aux AVK parce qu'il y a beaucoup moins d'hémorragie intracérébrale. Et dans un document récent de consensus que je vous invite à aller regarder, qui est très très bien fait, qui est paru dans l'European Stroke Journal 2019, qui est en open, ils donnent leur préférence bien sûr aux AOD et ils donnent même leur préférence à un AOD en particulier qui serait l'apixaban, qui pour eux est le plus indiqué en prévention secondaire après un accident vasculaire. Chez un malade qui a de la FA, on n'a pas encore de FA chez ce malade. N'oubliez pas ça. Donc ça, ces deux diapos, elles étaient un petit peu préliminaires. C'était qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais de la FA, mais je n'ai pas de FA chez lui pour l'instant. Donc aujourd'hui, c'est de l'aspirine. OK ? Et on va chercher la FA. Et qu'est-ce qui va se passer, d'après vous ? Eh bien, en la cherchant, on la trouve. Et chez lui, on va la trouver, la FA, tout à fait par hasard, sur un électro qui va faire à l'admission dans le service. Donc, vous voyez que c'est très, très important de monitorer ces malades pendant toute la phase hospitalière. Il avait passé 48 heures en UNV, il ne s'est rien passé. Il arrive au troisième jour chez nous, 72e heure, il fait de la FA. Monitorez vos malades pendant toute la durée de l'hospitalisation. Faites ensuite un holter de 72 heures à la sortie si vous n'avez rien vu. Et si le holter de 72 heures est négatif, eh bien, vous pouvez proposer un moniteur ECG implantable éventuellement. Alors la question, c'est est-ce qu'on peut l'anticoaguler ? Ça faisait 5 jours qu'il avait fait cet AVC quand on s'est posé la question, mais la FA était documentée un peu plus tôt. 5 jours. Et est-ce que d'après vous, on peut commencer un traitement anticoagulant après un AVC ischémique au 5e jour ? Est-ce qu'on peut démarrer ? Est-ce qu'il faut attendre 2 semaines, 4 semaines ? Ou bien est-ce qu'il faut faire un scanner de contrôle H10 ? Eh bien, la réponse à la question, vous la trouverez dans le guide de Steffel que je vous ai cité tout à l'heure, mais vous le trouvez aussi dans les recommandations européennes sur la FA. Si c'est un AIT,
vous démarrez immédiatement. Vous pouvez démarrer immédiatement. Si c'est un AVC modéré, et c'était le cas de ce patient, vous démarrez à 3 jours après. Et vous n'avez pas besoin d'un examen de surveillance. Si c'est un AVC modéré, vous faites un examen de surveillance pour être sûr qu'il n'y ait pas une transformation hémorragique et vous démarrez vers le 6e, 8e jour. Et puis, si c'est un AVC encore plus sévère, vous démarrerez un peu plus tard. 1, 3, 6, 12. Lui, c'était 3 et on était au 5e jour, donc on pouvait démarrer. Donc oui, ce malade va recevoir un AOD et oui, il peut le recevoir dès maintenant puisque son AVC n'est pas un AVC extrêmement sévère. Donc j'insiste beaucoup. J'insiste sur le message de ce cas clinique, c'est qu'il ne faut pas anticoaguler un malade tant qu'on n'a pas vu l'AFA. Mais il faut se donner tous les moyens de l'avoir, surtout quand on la suspecte très fortement, comme chez lui où il y avait visiblement une pluie d'emboles à différents endroits du cerveau. OK ? Voilà. Et puis pour le premier cas, je voulais insister sur la fonction rénale hein, qui était très altérée, on était en insuffisance rénale aiguë, et sur là la nécessité d'un dosage parce qu'on avait une chirurgie à faire de façon urgente. Je vous remercie.